Mamie Vapote vient encore de dégainer le 49.3. Il y a un moment où on se demande s'il n'y a pas un devoir de révolte. En France, il y a trop de gens qui ne sont pas encore informés de ce qui se passe. Ils ne pourront pas cacher ça éternellement. Il convient de réfléchir à ces mécanismes qui nous manipulent. La peur est un outil de manipulation, est un outil de contrôle. Il ne faut pas avoir peur. Coucou les normies. Non mais t'as vu ce faste à Versailles? Désolé, je viens de dépenser 6 millions d'euros. C'est à vous de vous serrer la ceinture maintenant pour votre essence. Non. Moi personnellement, je roule avec une voiture électrique depuis 2 mois. On va se les peler cet hiver. Eh ben c'est un coup des Russes, pardi. Alors là, vous me surprenez. Qu'est-ce que vous jouez bien. Franchement, ils sont super malins ces Ruskov. C'est presque qui est la plus grosse. Plus grosse voiture déjà dans un premier temps. Excusez-moi, j'ai un fan club derrière moi. Donc c'est très drôle. Bonjour à tous et je suis de nouveau très heureuse d'être au Parlement européen avec nos deux invités qui eux-mêmes m'accueillent. En fait, je suis invitée au Parlement européen par Virginie Geron et Thierry Mariani. Bonjour Virginie Geron. Bonjour. Eurodéputée du groupe Identité ID au Parlement européen, donc, et ancienne membre de la commission spéciale Covid et de la commission marché intérieur. On va revenir d'ailleurs sur la commission spéciale Covid et sur la question du vaccin. Et puis je suis également très heureuse d'être avec Thierry Mariani. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Vous êtes eurodéputé également du groupe ID et ancien ministre. Alors pour commencer peut-être, puisque c'est l'actualité française d'abord, nous allons revenir sur cette nouvelle campagne vaccinale que vous avez beaucoup suivie, Virginie Geron, jusqu'à maintenant. Nouvelle campagne lancée lundi dernier avec Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, qui a annoncé d'ailleurs sur France Inter dernièrement que c'était un vaccin plus efficace encore que l'année dernière et qu'il n'y avait aucun effet secondaire. Ouais. Vous l'avez peut-être entendu sur France Inter. Une réaction peut-être J'ai vu ça. Effectivement, je suis assez atterrée par ces assertions, puisqu'on voit bien que depuis le début, et notamment depuis cet examen par la commission Covid, qu'il y avait des problèmes d'effets secondaires. Moi, je n'ai rien inventé. C'est des rapports qui sont officiels et qui sont relevés par Pharmacovigilance, donc ce sont des statistiques françaises, puis des statistiques européennes Eudravigilance. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que en parallèle de cette annonce le 2 octobre de l'ouverture de la stratégie vaccinale en France, et pas qu'en France, puisqu'on reviendra là-dessus. Ce matin, nous avons été bombardés ici au Parlement européen en tant que députés pour des rappels à la vaccination. Donc, je veux dire, les chemins se croisent pour une volonté aussi de rentrer dans cette stratégie vaccinale. Et effectivement, c'est assez. Il y a un décalage entre, d'un côté, la Commission, puisque c'est elle qui pilote la stratégie, et l'achat des vaccins, c'est important. C'est elle qui continue à piloter l'achat des vaccins, comme je l'avais déjà annoncé. Donc, il y a 4,6 milliards de doses qui ont été négociées en 2021 et jusqu'en 2027. Donc, il y a ces commandes tous les ans de stock de doses, notamment avec Pfizer, qui a un contingent de 2,4 milliards de doses. Et cet été, fin de l'été, on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle demande d'autorisation qui a été demandée à l'Agence du médicament. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir et de lire que la Commission elle a donc autorisé cette décision de mise sur le marché, donc la nouvelle version de ce vaccin Comirnaty Pfizer-BioNTech. Mais quand même, ils demandent à ce que la notice soit modifiée. Et c'est important parce que dans cette notice, et je cite, ils disent... Étant donné les données disponibles sur la myocardite, l'avertissement actuel sur ce risque doit être modifié pour refléter l'évolution et l'issue clinique, y compris les issues fatales très rares. Certes très rares, mais quand même, elles doivent figurer dans la notice. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des risques d'effets secondaires, ce que nous avons dénoncé puisqu'on voulait... Ce qui est écrit même de la notice. Exactement. Et en même temps, quand on lit de plus près cette décision, on voit qu'il y a d'autres aussi interrogations. Et là, je cite encore une autre phrase. La durée de protection conférée par le vaccin n'est pas établie et est toujours en cours d'évaluation. C'est la 3e autorisation qui est acceptée et ça fait depuis la première campagne de vaccination qui était en 2021, donc presque 2 ans et demi après, on ne sait toujours pas le terme de la durée de protection. Donc effectivement, au regard de ces observations qui sont en plus écrites et enregistrées auprès du site de l'Agence européenne du médicament, c'est quand même assez alertant. On ne peut pas rester les bras ballants. Donc effectivement, je suis intervenue sur ce sujet parce qu'on ne peut pas annoncer qu'il y a des effets secondaires qui sont quand même assez graves, myocardite, péricardite. Et la semaine d'avant, nous avons eu en conférence ici un cardiologue très connu, Peter McCullough, qui nous a dit effectivement aux États-Unis, il y a beaucoup de cas, et lui en tant que cardiologue, il voyait ces cas au sein de son cabinet,
une information recoupée par un autre cardiologue que j'ai rencontré, un Espagnol, qui lui aussi confirmait les problèmes de myocardite et de péricardite de jeunes hommes. Et c'est vrai que par rapport à ce constat, nous, Groupe Identité Démocratie et moi, en mon nom personnel, nous allons faire une lettre commune avec d'autres députés pour demander l'arrêt de cette autorisation. Tant qu'on n'a pas plus d'éléments sur ces effets secondaires, tant qu'on n'a pas plus d'éléments sur qui va supporter la responsabilité de ces effets secondaires, eh bien, il nous semble plus opportun de stopper cette autorisation pour continuer les études cliniques, puisqu'on voit bien que des nouvelles études cliniques pour ce nouveau bivalent, ce nouveau vaccin est en cours. Donc on est en cours. Donc il y a d'un côté une autorisation, on a une stratégie vaccinale en France qui débute, et en parallèle on a des études cliniques qui débutent eux aussi. Donc il y a un vrai problème de santé publique. Donc nous on fait une lettre à l'EMA pour demander de suite l'arrêt de cette autorisation. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un problème français, c'est aussi un problème européen. On le voit bien, nous en tant que députés européens, nous sommes soumis, nous sommes alertés par cette campagne vaccinale. Et ce qui est marrant, je le publierai, c'est que dans l'email que nous avons reçu, ils nous disent tous c'est libre consentement, choix éclairé. Chose qui m'alerte, parce que quand il y a eu le pass vaccinal qui a été mis obligatoirement ici au Parlement, jamais il y a eu ces deux notions qui nous ont été proposées. Jamais. Alors très intéressant, et ça va être tout le fil de cette discussion pendant 1 heure ensemble, entre ce que le Rassemblement national, notamment, puisque vous êtes des membres du Rassemblement national, et le groupe ID au sein du Parlement européen peut faire, et à quel point finalement votre groupe peut jouer au sein de l'Europe et au sein du Parlement européen plus précisément. Donc pour la question de la santé, vous commencez à l'aborder. Je donne juste quelques chiffres entre-temps pour répondre également à Aurélien Rousseau. 72 personnes déjà ont été indemnisées par l'Organisme national d'indemnisation des accidents médicaux en France, justement, donc reconnus et indemnisés pour des effets indésirables de vaccination. Donc c'est intéressant que notre ministre de la Santé ne connaisse pas ses propres chiffres, qui sont reconnus donc par un organisme officiel, et puis même à l'ANSM, sachant qu'on sait que ces déclarations de cas correspondent à peu près à 10% de la réalité. On a déjà 193 000 et des boîtes cas déclarés. Donc on est quand même très très loin de l'absence totale d'effets secondaires. Et donc la question qui arrive ici, c'est: pensez-vous vraiment qu'au niveau du Parlement européen, malgré tout ce que vous avez fait, et on a suivi la commission d'enquête spéciale Covid, et vous l'avez dit, c'est un rapport qui n'avait pas mené à grand-chose, malgré tout le travail que vous avez fait, est-ce que, et là aujourd'hui on voit Ursula von der Leyen qui n'a toujours pas publié, il y a toujours une enquête en cours, qui n'a toujours pas publié le contenu des SMS de négociation des contrats avec Albert Bourla pour Pfizer. Finalement, malgré la volonté des parlementaires, peut-on vraiment changer la teneur de cette Europe de Bruxelles, et notamment de la Commission européenne tenue aujourd'hui par Ursula von der Leyen? C'est une question que je vous pose à tous les deux. On commence par les femmes. Alors, moi, je pense que quand même le travail a porté ses fruits par rapport au résultat du vote de ce On est sur la question de la santé pour le moment. Oui, je reste toujours sur ce dossier, notamment sur l'exemple de ce rapport qui a été établi après 1 an et demi de commissions diverses et effectivement qui allait que dans un sens. Quand vous regardez le résultat du vote, il n'a pas déjà suscité un grand engouement, puisqu'il n'y a pas eu d'habitude quand c'était soi-disant le rapport phare, c'était soi-disant la crise qu'ils avaient le mieux gérée durant cette mandature. Il n'y a pas eu d'applaudissements. Il y a eu un silence de mort lors du vote. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Renew, Macron, Stéphane Séjourné, qui est donc le responsable de cette délégation, il était présent et il n'a pas voté ce rapport. Et j'ai identifié très précisément ceux qui ont voté pour, contre et s'est abstenus. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a un éclatement complet par rapport au vote de ce dossier, qui est, je le rappelle, l'emblème même de la crise, de la gestion de crise de Covid. Donc finalement, notre travail, peut-être pas directement a porté ses fruits, mais indirectement. Parce que du coup, c'est vrai que certains maintenant se posent des questions, et on le voit très bien. Un autre curseur qui démontre que notre travail a porté ses fruits, c'est que la stratégie vaccinale de la 4e dose, elle est minime. De mémoire, c'était 15%.
15% de taux de vaccination dans l'Union européenne. Les pays de l'Est n'ont pas du tout suivi cette stratégie vaccinale. Là, on verra avec cette nouvelle 5e dose. Donc d'un côté, effectivement, alors c'est pas politique, mais ça veut dire que les idées sont passées, elles sont quand même de plus en plus réfléchies, même pas officiellement, parce que vous avez vu, il y a une chasse aux sorcières qui s'est mise en place, et puis il y a un déni complet de certaines personnalités, je les appelle des influenceurs. Monsieur Aurélien Rousseau est un influenceur, il vante les mérites d'un produit sans regarder finalement la notice. Donc, effectivement, ça, pour moi, c'est une première victoire. Mais après, effectivement, politiquement, il y a ce côté professionnel qui prime, parce que je vois dans d'autres commissions dans lesquelles je siège, on me donne de plus en plus de rapports. Et c'est vrai qu'à terme, et c'est aussi le travail qui paye, c'est qu'on nous fait confiance sur d'autres rapports et ça permet d'ouvrir certaines portes. Après, c'est vrai, il faut être patient, mais comme par rapport à l'accès au contrat, je regrette ce manque de transparence de la Commission, mais c'est qu'un exemple. La Commission est gérée depuis le début comme ça, avec cette opacité, qui est finalement, on va dire, le bilan de cette Commission, Madame von der Leyen. Oui, et d'ailleurs, elle aussi, elle arrive bientôt à la fin de son mandat. Exactement. Elle devra rendre des comptes. Elle devra rendre des comptes. Et il y a toujours une enquête budgétaire également. Qui est sur, il y a toujours, normalement, le procureur européen qui est en charge de l'enquête qui a été ouverte par rapport à la demande des citoyens concernant la négociation de ce contrat. Non, rien. Vous avez toujours la médiatrice qui a demandé la transmission des SMS. Et puis vous avez en parallèle des procès qui font état d'une demande de compte de Mme von der Leyen. Après, j'entends aussi dans les couloirs qu'elle repostule pour un second mandat. Là aussi, on ne sait pas, mais effectivement, vu ce contexte, parce que c'est quand même le bilan de la Commission von der Leyen, ça me paraît peu probable. Thierry Marény, sur cette question de la Commission européenne et notamment de Ursula von der Leyen, qui a quand même pris des largesses de plus en plus sur des domaines qui n'appartenaient pas encore à ceux de la Commission, notamment la question de la santé, puisqu'on en parle, mais il y en a d'autres qu'on va aborder juste après, notamment sur la guerre ukrainienne. Vous pensez qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau européen aujourd'hui avec une commission tentaculaire ? L'avantage de la commission à laquelle a participé Virginie, où elle a fait un travail remarquable, c'est qu'effectivement, j'allais dire, ça a secoué le cocotier. On sait désormais que cette commission s'est donné tous les pouvoirs, refuse tout contrôle, et je pense que la prochaine commission ne pourra pas agir de la même manière. Après, je vais vous dire, moi, avant d'être ici, j'ai été 25 ans député français. Oui. J'ai envie de dire, ici, je me demande par moments si c'est un parlement. Pourquoi ? Parce que si la même affaire s'était passée au Parlement français, qui a beaucoup de défauts, mais par moments, on apprécie sa chance qu'on a eue dans le passé quand on est ici. Il est évident que les contrats auraient été transparents. Il est évident que dans le même cas en France, eh bien, il y aurait eu certains parlementaires tenus au secret, mais qui auraient eu accès à tous les éléments des contrats. Il est évident que le ministre aurait dû rendre compte sur les prix des vaccins. Il est évident que la négociation aurait dû être expliquée. Mais regardez, justement, j'allais faire cette comparaison, parce qu'il y a eu des très bonnes commissions d'enquête également au niveau du Parlement français. Absolument. Notamment pour le dossier McKinsey. Mais au final, on n'a pas vu, je crois que le PNF s'est saisi de 2 ou 3 moyens de cette affaire McKinsey. Et finalement, aujourd'hui, on ne voit pas l'aboutissement. Sauf qu'il n'y a plus de contrat pour McKinsey. Oui. Il y en a de moins en moins. Je suis d'accord avec vous que pour le moment, on attend la justice. La justice, par moment, met des années. On verra si la justice aboutit à quelque chose. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que désormais, avant de signer pour McKinsey ou pour un autre cabinet américain, le gouvernement fait attention, parce qu'il sait que ça se voit. Et le travail qu'a fait Virginie et sa commission, c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on va arriver à revenir en arrière ? Bien sûr que non. Est-ce que Mme von der Leyen rendra public ces SMS peut-être une fois qu'elle sera plus au pouvoir dans cette commission ? Mais en réalité, il faut dire à nos concitoyens que l'Europe est tout sauf une construction démocratique. Voilà. Nous sommes ici une sorte de faux alibi. Parce qu'on a des pouvoirs qui sont très restreints. Oui, est-ce que pour autant, il ne faut pas s'y intéresser ? Bien sûr que non. Moi, je répète, il faut voter absolument le 9 juin, vivement le 9 juin, parce que c'est le moyen que petit 2024, à petit, élection pour les Européennes. Parce que c'est le moyen pour les électeurs, petit à petit, de donner un peu plus de pouvoir, un peu plus de crédibilité et de combativité à cette Assemblée.
Là, on a quand même vu des groupes qui, par exemple, avant-hier ou hier, on était ensemble dans l'hémicycle, Madame Rivasi, elle n'est pas de notre groupe, elle est écologiste, qui, avec un certain courage, a dit qu'est-ce qu'on attend depuis, ça fait 3 ans ou 2 ans qu'on attend la transparence, et Madame van der Leyen ne répond pas. Donc, petit à petit, ça chemine. Voilà. Après, on est dans un Parlement et on a vécu une époque très spéciale. Si je puis résumer ces 4 années qui viennent de s'écouler, c'est très simple. D'abord, ici, un grand traumatisme. Le 3e pays de l'Union européenne dit bye-bye, le Brexit. Et il faut s'imaginer le traumatisme quand on discute avec certains fonctionnaires ici, parce que pour eux, l'Europe, c'est une religion. L'Europe apporte le bien. Comment on peut refuser le bien? C'est ça. Comment on peut vouloir quitter le nirvana? Et donc, un traumatisme qu'immédiatement l'Europe a voulu compenser en profitant des crises. 2 crises, comme l'a expliqué Virginie, la crise du Covid, où elle s'est donné des pouvoirs exorbitants, et en plus avec des résultats extrêmement médiocres. On a eu le tremblement de terre il y a quelques semaines, malheureusement, au Maroc. Ça a permis de rappeler quand même que le Maroc avait des masques bien avant nous et que, en termes de suivi, ça a été bien mieux organisé qu'en France, par exemple. Et allons-y un petit peu sur l'Europe et toute la gestion Covid. La fameuse solidarité européenne n'a absolument pas fonctionné. On a bien vu le fameux couple franco-allemand qui ne fonctionnait absolument pas. Et puis, deuxième crise, où elle se donne encore plus de pouvoir, c'est la guerre en Ukraine. Où en réalité, l'Europe n'a aucune compétence militaire, n'a aucune compétence en matière de munitions, mais en réalité, M. Borrell se prend pour un ministre des Affaires étrangères qui aurait derrière lui une armée, et en réalité, on est aspiré par un conflit qui n'est pas le nôtre. Mais le pire est à venir, si vous voulez mon avis, parce que personne n'en parle. De tout ça, il y a la note sanitaire. C'est les dégâts que mentionnait Virginie. Mais il y a la note financière, qui n'est pas mortelle, mais qui peut être mortel pour nos finances. Si on prend un rapport du Sénat, puisque vous évoquiez les rapports parlementaires français, d'il y a quelques semaines, qu'est-ce qu'il dit? Il dit exactement ce qu'on annonçait à l'époque. Souvenez-vous, on nous a dit on va faire un plan pour relancer l'économie, redémarrer, etc. 750 milliards. Et la France va toucher 40 milliards. À cette heure-ci, on sait que désormais, les 40 milliards qu'on va peut-être toucher, j'y reviendrai tout à l'heure, vont coûter au minimum à la France 75 milliards. Ce n'est pas le RN qui le dit, c'est le Sénat. Et je dis pourquoi au minimum? Parce qu'entre-temps, les taux d'intérêt continuent de monter. Donc à la sortie, les 75 seront peut-être 80 ou 85 milliards. C'est-à-dire, on a touché à un moment où les taux d'intérêt étaient nuls, voire négatifs. 40, qui aurait pu nous coûter 40, mais on va payer 85 milliards. 85 milliards. C'est pas grave, Macron sera plus là, ce sera pour ses successeurs. Et deuxièmement, surtout, si vous le permettez, c'est des conditions, les 40 milliards qu'on n'a toujours pas touchés. Parce que quand l'Europe dit on va distribuer de l'argent, c'est à ces conditions. Bien sûr. Et les conditions, par moment, sont un peu hallucinantes. Vous trouvez, par exemple, dans la fameuse loi budgétaire qu'on est en train de voter, en réalité, le chantage de l'Union européenne. Vous savez, ce sera ma conclusion. Pendant des années, moi, quand j'étais jeune, l'Europe essayait de faire rêver. On disait l'Europe, c'est merveilleux, l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la prospérité. La fin de la guerre. Voilà, aujourd'hui, elle fait chanter. La fin de la guerre. Aujourd'hui, elle fait chanter. Elle fait chanter la Pologne, elle fait chanter la Hongrie, elle fait chanter tous les États, elle fait chanter la France en disant si vous ne faites pas ce que je vous demande, eh bien, vous n'avez pas ces dotations, vous ne bénéficiez pas du plan Covid, etc. Voilà, le constat de l'Europe aujourd'hui, c'est finalement un grand rêve qui a été dévoyé par certains et qui aujourd'hui se transforme petit à petit en un péril dangereux. Mais alors, si on vous suit, Monsieur Mariani, parce que moi je vous suis très bien sur tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il faut quitter l'Europe? Vous dites l'Europe est une religion, nous servons d'alibi, ils nous tiennent par la dette, par d'autres choses. Ensuite, il y a derrière les institutions, la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, qui font d'ailleurs, on va revenir sur le pacte migratoire, qui font qu'on ne peut même plus agir et défendre nos frontières. Et donc le constat, on le fait. Et donc la conclusion, c'est-à-dire est-ce qu'il sert encore à quelque chose aujourd'hui d'être dans cette fameuse Europe utopique qui finalement, on l'a vu, a pris des pouvoirs qui ne sont pas les siens par la Commission européenne? La conclusion d'abord, c'est de regarder le présent, de voir 2 pays qui résistent et pour le moment refusent de suivre les dictates. La Hongrie et la Pologne. La Pologne. J'ai un profond respect pour la Hongrie qui a une grande histoire, un profond respect pour la Pologne aussi.
mais la France a encore plus de moyens. Ceux qui sont très vieux comme moi se souviennent peut-être de ce qu'on a appelé la politique de chaise vide du président Charles de Gaulle, qui en 1965, si ma mémoire est bonne, puisque pour fonctionner, ces institutions doivent avoir l'unanimité, a dit vous allez trop loin, je ne participe plus et je bloque l'Europe. Donc il faut d'abord. Ça sert à quoi dans ce cas-là ? D'abord, parce qu'il y a quand même des côtés positifs. Voilà, il y a quand même des côtés positifs. Ce que je veux dire par là, on est sur le même continent. Mais ça s'appelle l'Europe des nations. Oui, ça s'appelle l'Europe, c'est ce qu'on veut. Voilà. On veut une Europe des nations à la carte, c'est-à-dire qu'on ne veut pas une Europe qui impose des programmes à tout le monde. Moi, je suis d'accord pour coopérer avec d'autres États sur des projets qui peuvent être intéressants pour nous. Mais les accords bilatéraux ont toujours existé. On sait très bien qu'avec cette Europe-là, on n'a pas d'opting. On ne peut plus revenir en arrière sur ce qui a déjà été avancé. On peut revenir en arrière si à un moment des États. Pour le moment, il y en a 2, même 3, on peut dire, parce que... il y a la nouveauté avec la Slovaquie. La Slovaquie, et après les prochaines élections, il peut en avoir 4, 5, 6, et d'autres. Et puis, soyons honnêtes, il y a des États qui pèsent un peu plus lourd que d'autres. Voilà. Si Marine Le Pen est à la tête de la France, je suis persuadé que ce ne sera pas la même chose, et qu'on ne sera pas, comme M. Macron, à tenir un discours à Paris et à se coucher à Bruxelles. Voilà, puisque ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'à Paris, on a un président qui dit on va être ferme vis-à-vis de l'immigration, et ici, on a des députés Renaissance qui, discrètement, votent tout ce que veut la Commission. Donc non, moi je suis persuadé, je vais vous dire, je suis attaché à l'Europe que voulait le général de Gaulle, et même à un moment, ces 6 pays fondateurs, c'est-à-dire des échanges, en respectant les spécificités, en respectant les nations, et en essayant de trouver à chaque fois là où il y a un plus. Je suis contre cette Europe qui dit vous devez disparaître dans une sorte d'ensemble cohérent. Prenons les politiques migratoires. Une purée de marron, comme disait le général de Gaulle. Oui. Prenez les politiques migratoires. Je regardais le grand démographe, M. Dumont, il y a quelques semaines, expliquer qu'on ne pouvait pas avoir de politique migratoire commune parce qu'on avait tous des situations différentes. Des géographies différentes, des démographies différentes. Et donc, il faut laisser aux États le moyen de gérer qui ils veulent et qui ils ne veulent pas. Alors justement, on reste sur ce parallèle entre ce qui se passe et ce qui est dit sur la scène française et ce qui est dit et ce qui se passe sur la scène européenne au Parlement européen. Vous avez fait la comparaison avec le Renaissance. Mais il y en a une autre qui avait promis qu'elle allait lutter. En tout cas, c'était sa promesse de campagne, Giorgia Meloni en Italie. Pour Lampedusa, elle avait dit vous verrez, plus jamais ça, on va lutter contre l'immigration. Résultat des comptes, son bilan de janvier jusqu'à septembre, plus 103% d'augmentation de flux migratoires sur le sol italien. Et ça, c'était sans compter les 10 000 hommes et femmes, puisqu'il paraît qu'il y a quelques femmes malgré tout, qui sont arrivés à Lampedusa. Donc là, on voit bien en effet que même quand on affirme, quand on a cette volonté en tout cas affirmée, de lutter contre l'immigration, tant qu'on est dans l'Europe, et on voyait bien d'ailleurs que le lendemain, elle tendait la main à Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, il semblerait que nous soyons tenus de toute façon, malgré cette volonté de lutter contre l'immigration sauvage, etc. Donc, est-il vraiment possible, malgré la volonté, par exemple, pour revenir au concret, du Rassemblement national, de lutter contre ces invasions migratoires illégales, je le précise. Est-il vraiment possible de le faire dans l'Europe dans laquelle nous sommes ? Vous étiez, Virginie Gerow, à Lampedusa. Vous avez pu faire certains constats. Le constat, oui. Mais effectivement, pendant 2 jours, nous étions à Lampedusa, donc pour voir effectivement in situ l'organisation de ces arrivées, puisqu'effectivement, ça a fait l'objet de l'actualité pendant des semaines à fin de l'été, malgré le fait qu'on sait que depuis 2015, même un peu avant, Lampedusa, d'ailleurs, on fêtait il y a quelques jours les 10 ans de Lampedusa, parce qu'on sait qu'à l'époque, on pensait que c'était une passoire, mais en fait, moi, j'ai constaté que ce n'est pas une passoire, c'est un couloir. Rien n'est fait pour stopper l'immigration. Au contraire, tout est fait pour favoriser l'immigration. Donc, c'était intéressant de voir qu'en fait, finalement, les gardes-côtes, ce ne sont pas des gardes. Ils vont jusqu'à 450 km de l'île pour aller chercher sur les embarcations les migrants. Ils ne détruisent pas les bateaux, ni les moteurs. Ils les récupèrent, ils les ramènent sur Lampedusa. C'est ce qu'avait dénoncé l'ancien patron de Frontex, d'ailleurs. Exactement, et qui a dû démissionner. Monsieur Légéry qui a dû démissionner parce qu'il a eu beaucoup de pression. Il les ramène sur Lampedusa, il rentre dans un centre d'accueil où entre 12 heures et 48 heures, ils doivent tout avoir. Tout avoir, c'est quoi ? Des papiers, nourris, visite médicale,
Ils peuvent charger leur téléphone, ils ont les codes Wi-Fi et entre 12 et 48 heures, s'en vont. Alors j'ai posé la question très naïvement, ils s'en vont où? Comment ça se passe? Eh bien, ils ont une carte de l'Italie et puis en fait, ils choisissent leur destination. Ils font du benchmarking. Ils choisissent les endroits et les lieux d'Europe les plus accueillants. Alors, ils n'ont pas dit ça comme ça, parce qu'évidemment, ils étaient tenus par une langue de bois, mais on l'a très bien compris, puisqu'en fait, c'est regroupement familial, et puis c'est à la carte. Donc, ce qui est assez effrayant, c'est de voir que finalement, on n'a pas l'impression de passer une frontière, en fait, que tout est organisé pour pousser à la migration. À aucun moment donné, on a une notion de dissuasion, de protection ou de défense. À aucun moment. Au contraire, on a l'impression, en fait, ce sont des complices des passeurs qui font venir par flux tendu journalier les migrants parce qu'on a eu de la chance. Il n'y avait personne ce jour-là. Et pourquoi? Juste parce qu'il y avait du mauvais temps. Parce qu'il y avait des orages. Mais il disait que tous les jours, il y a un flux quotidien de migrants. Mais c'est très bien organisé. Donc, il se vantait du fait qu'entre 12 et 48 heures, ils partaient. Pour en revenir à la question de Mme Meloni, moi, je vous donne un exemple. Notre partenaire, c'est Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur. Quand lui, il s'occupait de l'organisation des migrants, j'ai envie de dire, eh bien, il a fait baisser les chiffres à 80%. Donc, en fait, ce n'est pas un problème, de la commission, c'est un problème de personnalité. Effectivement, Mme Meloni représente un autre parti. Et petite phrase qui est intéressante, c'est que, rappelez-vous, avant qu'elle soit élue, Madame van der Leyen a fait déjà du chantage de Washington. Oui, tout à fait. En disant, attention, s'ils veulent récupérer leurs fonds, il faudra qu'elle en tienne compte, que ce n'est pas elle qui décide. Je pense que cette phrase est importante, il faut à chaque fois se la rappeler. Alors, Madame Meloni, qui n'est pas stupide, elle a peut-être entendu, mais après, elle défend les intérêts des Italiens. Elle a bien compris que pour rester plus longtemps que M. Salvini, il fallait peut-être composer. Je rappelle aussi une chose, c'est que M. Salvini, il est en procès pour séquestration. Il a fait le job. Il est aujourd'hui poursuivi par les ONG. Ces ONG qui sont complices des passeurs. C'est lui aujourd'hui qui doit répondre de ces actes soi-disant de séquestration juste parce qu'il a voulu dissuader ces ONG et ces migrants de venir en Italie. Et il faut savoir que c'est un procès qui dure depuis 2 ans. On lui a enlevé l'immunité et que c'est lui qui fait l'objet maintenant de poursuites. C'est quand même aberrant. Et cette semaine, il aurait dû avoir un témoignage. Je le souligne parce que c'est important, les gens doivent le savoir. Richard Gere, il a les paillettes, Hollywood, c'est lui qui avait protesté contre Matteo Salvini et aujourd'hui, il doit venir témoigner contre lui. Bon, il n'est pas venu parce que Hollywood, apparemment, il avait autre chose à faire. Mais ça fait partie du processus aujourd'hui de volonté de détruire effectivement toute opposition réelle, toute politique qui voudrait tout simplement protéger nos frontières. Et voilà, donc c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Matteo Salvini, aujourd'hui, c'est lui. Meloni, c'était une femme, pour ne pas dire homme de paille. Elle a servi justement d'alibi. Alors, je ne parlerai pas au passé, puisqu'elle est encore dans l'actualité. Elle veut composer un petit peu, sans doute, avec un gouvernement de coalition. Oui. Mais bon, moi, je ne prends pas Mme Meloni comme exemple par rapport à nous, à notre politique. Moi, le meilleur exemple, c'est Matteo Salvini. D'accord. À ce sujet, Thierry Mariani? Virginie a raison. Je veux dire, notre partenaire, c'est Matteo Salvini. Je rappelle quand même que Mme Meloni, excusez-moi, mais c'est la partenaire de Marion Maréchal Le Pen. Ils sont dans le même parti s'ils sont élus au Parlement européen. Donc, c'est plutôt aux amis de M. Zemmour qu'il faut poser la question sur Mme Meloni. On leur posera la question, ne vous inquiétez pas. Mais Marion Maréchal, c'est pas vous qui aviez dit que justement c'était quelqu'un de surdoué, une jeune fille surdouée? Si, c'est exact, mais je le pense. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne me sens pas comptable de ce qu'a fait Mme Meloni. Voilà. Nous, notre allié, comme l'a rappelé Virginie, c'est M. Salvini, qui justement avait pris des décisions courageuses. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation ? Il faut envoyer un message clair. Le message clair aujourd'hui, c'est on vous sauve et on vous dépose sur l'Europe. Le seul message qu'il faut envoyer, c'est on vous sauve et on vous ramène au port de domicile. Et on sait très bien que ça coûte cher les passeurs. Quand le message sera mis en pratique 2-3 semaines, comme l'ont fait à un moment l'Australie, comme ça s'est passé, bien sûr c'est pas maritime, mais dans d'autres pays de l'Est de l'Europe, eh bien ça s'arrête. Parce que là où on sait qu'il y a des pistes de rentrée, les gens viennent. Or, aujourd'hui, on est prisonnier d'une Europe qui résonne à l'envers. Parce que l'Europe, ce n'est pas la solution pour l'immigration, c'est le problème. Pourquoi c'est le problème? La politique de l'Europe, c'est on accueille et on répartit. On accueille, c'est trop tard, la messe est dite, ils sont là. Ouais.
Et l'Italie a en plus une politique... On n'a même plus le droit de les expulser avec le dernier arrêt du 21 septembre de la Cour de justice européenne. L'Italie est dans une position un peu paradoxale, c'est-à-dire c'est le premier pays d'accueil, mais en réalité non, de transit. Non, de transit. Je vais vous prendre un exemple très simple qui le montre. L'année dernière, les entrées irrégulières en Italie, c'était 120 000 enregistrées. Donc vous en avez bien plus, parce que ça ne prend en compte très souvent que les entrées par la mer. Quel a été le nombre d'asiles politiques demandés à l'Italie? 77 000. Ouais. C'est-à-dire que même pas la moitié, à peine la moitié de ceux qui sont arrivés par la mer ont demandé l'asile politique. En France, combien d'asiles politiques demandés la même année? 134 000. C'est-à-dire que malheureusement, comme à l'asile shopping, comme certains disent, on est plutôt gagnant en France qu'ailleurs. Oui, donc l'Italie, à la fois, essaye d'être conciliant avec l'Europe pour toucher l'argent du fameux plan que j'évoquais tout à l'heure de relance après le Covid, mais en réalité n'envoie pas de message clair parce qu'elle est toujours dans le logiciel de l'Europe. Voilà, il faut dire très clairement, on ne veut plus. Quelle est la solution? La solution, c'est de négocier avec les États de départ. Oui. Il y a des États, c'est bizarre, où plus personne ne part. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux qui partent d'Égypte. Pourtant, ce n'est pas très loin. Il n'y a pas énormément de bateaux, désormais, qui partent du Maroc. Parce que l'Espagne a des relations avec le Maroc qui, aujourd'hui, sont plutôt bonnes. Oui, puis peut-être parce que le Maroc lui-même s'enrichit et offre de plus belles perspectives d'avenir. Et puis parce que le message est passé, que le gouvernement marocain travaillait avec notamment les Espagnols et que ça se passait pas si mal. Donc, essayer de prendre un bateau au Maroc, c'est pas chose facile. Quels sont les deux points faibles aujourd'hui en Méditerranée? La Libye et la Tunisie. Aujourd'hui, les bateaux qui arrivent à Lampedusa, pour l'essentiel, partent de la région de Sfax, en Tunisie. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, à quelques dizaines de mètres derrière nous, on explique tous les jours que le président de Tunisie, M. Kaïd Saïef, est un dictateur. Si moi je vous dis que vous êtes un dictateur, est-ce que vous avez envie de m'aider un peu? Voilà. Il a commis un grand crime, c'est vrai, il a mis fin au chaos qui était organisé en Tunisie par les frères musulmans. Donc ici, ça ne plaît pas vraiment beaucoup. Les frères musulmans, on aimait bien quand même. Et donc, aujourd'hui, il est évident qu'il faut, un, négocier avec la Tunisie, et deux, il faut qu'on change de politique et qu'on ramène les bateaux à bon port, qu'on sauve les gens. On n'est pas des assassins, mais qu'on les ramène après au port de départ. Et quand on aura fait ça un mois ou deux, vous verrez que bizarrement, tout va s'arrêter. Je fais une digression puisque vous parlez justement de la Tunisie sur l'Azerbaïdjan. On sait que vous avez même été, je crois, président du groupe d'amitié franco-azerbaïdjanaise. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au Haut-Karabakh, d'abord, quel est votre point de vue sur la situation sur place? Je n'ai pas de point de vue, je fais que des constats que je me permets de rappeler. Allez-y. Combien d'États avaient reconnu le Nagorno-Karabakh, dont tout le monde parle aujourd'hui? Le Haut-Karabakh, oui. Ou le Haut-Karabakh, si vous voulez. Zéro. Zéro. Même pas l'Arménie. Même pas l'Arménie. C'est-à-dire qu'on parle d'un État qui, depuis 30 ans, n'a été reconnu par personne. Oui. Quelle est la position de tous les pays européens, y compris la France? Y compris la France. Reconnaître les frontières de l'Azerbaïdjan telles qu'elles étaient au moment de l'indépendance. C'est-à-dire, je suis désolé, avec le Karabakh qui était dans l'Azerbaïdjan. Madame Loiseau, qui en ce moment fait des grandes leçons, quand elle était ministre déléguée aux Affaires étrangères, elle faisait partie de ceux qui ont reçu en grande pompe le président Aliyev. Et puis aujourd'hui, ils font semblant d'essayer de l'oublier. Moi, je dis simplement qu'il ne faut pas raconter de salade. Qu'il faut pas raconter de salade. Est-ce qu'il y aura des sanctions prises contre l'Azerbaïdjan? Non. Parce que qu'est-ce qu'on reproche? On n'a pas envie puisqu'on vient de signer un très beau contrat gazier notamment. Mais parce que surtout, je vous rappelle les terres que vient de récupérer l'Azerbaïdjan, que ce soit Hollande, Macron, Chirac, Sarkozy, bref, tous les présidents français qui se sont succédés depuis 1994, date de la fin de la guerre entre l'Azerbaïdjan, ont toujours dit que c'est des territoires qui, normalement, sont sous souveraineté azérie. Et il y avait le fameux groupe de Minsk qui n'a jamais servi à grand-chose, qui devait... Voilà. Donc on est dans une situation où, en réalité, il y a une sorte de storytelling qui s'est organisé, où c'est une guerre de civilisation. Non, je suis désolé, c'est une guerre de territoire, une guerre de nationalité. C'est quand même donc, le régime de Bakou défendu par la Turquie et donc par Erdogan, qui est lui-même quand même pour le développement de l'islamisme. Et quel est le deuxième État qui défend Bakou? La Russie? Non.
Israël. Oui. Et quel est l'État qui... oui, mais ça, là, Israël... D'accord, non, mais attendez. Et quel est l'État qui a le plus soutenu l'Arménie? L'Iran. Oui. On n'est pas tellement dans le... Voilà. Et vous savez où on est aussi? On est à Strasbourg. Oui, je vous conseille... non, mais je le sais. Mais si vous allez visiter, par exemple, les vitraux de la cathédrale de... Enfin, si vous allez à la cathédrale de Strasbourg, qui a participé financièrement à la restauration des vitraux de la cathédrale de Strasbourg, l'Azerbaïdjan. Voilà, donc ce que je ne veux pas dire, c'est que c'est pas du tout... Ça peut s'appeler du soft power. D'accord, mais c'est évident. Attendez, je ne vais pas vous dire que c'est un régime exemplaire et qu'ils ont tous les trois. Je dis simplement que le storytelling que certains installent, les bons catholiques attaqués par les méchants musulmans, c'est pas vraiment la réalité. Je vous rappelle quand même que les terres qu'aujourd'hui ont été conquises militairement, c'est des terres que l'Azerbaïdjan avait perdues avant. Voilà. Et puis, pour conclure sur cette histoire-là, c'est très confortable d'être dans un studio à discuter de ça. Ça me rappelle, si vous voulez, le Caucase, ça me rappelle les Balkans. Chacun a raison. Quand on prend l'histoire de cette région, pendant les 3 derniers siècles, chaque territoire a appartenu un jour à l'un ou à l'autre. Voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une centaine de milliers probablement de réfugiés arméniens qui ont dû quitter leur territoire. Comme il y a à peu près, c'est pas moi qui dis ce chiffre, c'est le Haut Comité des réfugiés, 200 000 Azéris qui avaient quitté le territoire en 1994. Il faut simplement, 1, que tout ça s'arrête. 2, là où il y aurait une faute impardonnable, c'est si l'Azerbaïdjan attaquait le territoire de l'Arménie. Ça, ce serait inadmissible. Aujourd'hui, je dis simplement que même l'Arménie n'a pas engagé ses troupes pour aider le Karabakh. Donc, voilà, je comprends qu'il y a une sorte, sous l'influence d'une diaspora où tout le monde veut se montrer plus solidaire que les solidaires, mais peut-être que l'histoire... Alors là, je vous trouve justement, parce que je voulais vous poser en conclusion, mais on peut prendre un peu d'avance, la question du 2 poids 2 mesures. J'ai quand même l'impression que justement ce cas-là reste très 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 périphérique par rapport à tout le chahut médiatique qu'il y a depuis le début autour de la guerre en Ukraine. Ah, mais ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Malheureusement, je vais vous dire, tous ceux qui signent des pétitions, j'ai vu une pétition signée par plusieurs responsables des Républicains demandant des sanctions contre l'Azerbaïdjan, etc. D'abord, une bonne partie était à Bakou il y a quelques années, et il n'y aura aucune sanction. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas à la fois se priver du gaz des Russes, priver du gaz des Azéris, priver du gaz... Voilà, donc il faut arrêter cette comédie. Ça, c'est la réelle politique, on est bien d'accord. Il y a des choses, il y a des contrats qui ont été signés, et donc de toute façon, on ne sera pas fort avec les personnes qui nous vendent le gaz, et il est bon de le rappeler. Je suis bien d'accord. Mais et donc, le seul rôle, pour finir sur ce dossier, qu'on doit avoir, c'est expliquer que maintenant... si on peut dire, chaque pays est rentré dans ses frontières historiques, reconnues. Si l'Azerbaïdjan attaquait le territoire internationalement reconnu de l'Arménie, ce serait une faute impardonnable. Et il faut désormais que les choses s'arrêtent là et que ces deux peuples arrivent à coexister. On arrive bien ici, à Strasbourg, c'est le symbole, à coexister avec les Allemands. Voilà, et plus personne pense faire une guerre avec l'Allemagne. Voilà, enfin, on est quand même en guerre économique, ça il faut le reconnaître. Mais on est en guerre économique avec même les Américains. Hein, Tout à fait. Donc il faut simplement que maintenant, cette occasion soit saisie pour qu'il y ait une conférence de la paix dans cette région. Il faut s'occuper des réfugiés, qui sont des pauvres gens, qu'ils soient azéris, qu'ils soient arméniens ou de n'importe quelle autre nationalité, et si possible, arrêter de jeter de l'huile sur le feu. On est bien d'accord, et on va suivre d'ailleurs en effet cette affaire et voir si l'Azerbaïdjan ne va pas tenter d'attaquer d'autres frontières arméniennes. Alors revenons juste rapidement sur les questions du pacte migratoire et de l'immigration. Alors pour le coup, on a parlé tout à l'heure de reconquête, non pas de reconquête là, de renaissance. On a l'impression que pour le coup, le groupe RN est peut-être plus fort sur ces questions migratoires, donc au sein du Parlement européen, plus affirmé que, par exemple, pendant la campagne présidentielle de Marine Le Pen, qui avait un petit peu mis la pédale douce sur cette question migratoire et qui était un peu plus sur les questions économiques, etc. Est-ce que là, pour le coup, je sais pas si... Non, moi je pense pas, parce que quand on regarde les 22 points de campagne, le premier point, c'est l'immigration. Donc c'était vraiment la première des propositions de Marine. Hein, donc c'est numéro 1, vous regarderez, parce que c'est vrai que moi je les ai repris pour regarder un petit peu où nous en étions. Et ça faisait partie effectivement une des priorités de Marine. Après c'est vrai, je veux dire, on n'a plus besoin d'en parler, ça fait 40 ans
qu'on avait cette vision de la problématique de la migration. Je veux dire, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre historique, donc ça ne sert à rien d'en rajouter, j'ai envie de dire. Le constat, il est là. Et vous avez tout dit. On a tout dit, on a les solutions, on le met toujours, voilà, comme je l'ai dit, le meilleur exemple. Parce qu'on a entendu le pouvoir d'achat quand même pendant cette campagne. On a entendu le pouvoir d'achat, on a moins entendu la question migratoire. Et malheureusement, Marine avait raison, nous avions raison, parce que c'est aussi le premier, j'ai même envie de dire aujourd'hui, c'est le premier problème des Français, du quotidien des Français. Et on le voit, même l'Union européenne participe aussi à la dégradation du pouvoir d'achat. On le voit avec toutes ces résolutions moi je les juge stupides, en 2030, avec ce pacte vert qui en fait détruit, moi j'en dis qui détruit le quotidien des Français, où on veut les pousser à changer d'un mode de vie, donc mode de vie par rapport au transport. Notamment, il faut vendre nos vieilles voitures qui sont pas si vieilles que ça pour changer en électrique. On le voit maintenant avec la restriction du permis de conduire, on ne sait pas combien ça va nous coûter. Sachant que l'électrique va être de plus en plus rare, puisqu'on passe à l'éolienne en même temps. En plus, on voit bien la crise ukrainienne, on a bien vu, des premiers impacts, ça a eu un impact direct sur nos factures d'électricité. On nous a dit, première fois dans notre vie, qu'il y avait des coupures d'électricité. Bruno Le Maire venait sur les plateaux, rappelez-vous, avec des pulls en col roulé pour nous dire, attention, cet hiver, il faudra mettre des pulls col roulé parce que vous ne pourrez pas payer vos factures. Et on le voit, ça c'est dans il a dit que l'économie des Français ne s'était jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Voilà. Je sais qu'on a vu que le pouvoir d'achat avait baissé pour tous les Français. Exactement. Donc non, la question de la migration a toujours fait partie de notre programme. Effectivement, parce que comme on ne va pas en rajouter, puis ça fait partie de notre ADN, après on a des réponses, on n'a pas du tout changé notre vision. On va à Lampedusa parce que c'est vrai qu'il y a eu un défilé pendant une semaine, mais il était aussi important, nous, d'y aller et puis de revenir avec ce témoignage. Parce que d'un côté, vous avez vu, certains ont fait peur, mais en fait, moi, ce qui fait peur, c'est pas l'arrivée, mais c'était plutôt ce vide qui démontrait qu'il y avait un flux constant d'arrivée de migrants. Et avec, comme l'a dit Thierry Mariani l'a dit très bien, effectivement, on voit bien que le pays n'est un pays de transit. Et après, notre quotidien nous démontre tous les jours. Vous allez au centre de Strasbourg, il y a maintenant des tentes Quechua partout dans le centre-ville, où on voit malheureusement que ce sont des personnes qui ne sont pas issues de la population locale. Sur cette question, justement, et des élections qui vont arriver européennes, ce sera votre thématique principale, ce sera justement celle de la défense des frontières, de la défense contre une immigration illégale? Le thème principal, ce sera la défense des Français et de la France. Or, quand on veut défendre un pays, la première chose, c'est reprendre le contrôle de ses frontières. Quand Marine Le Pen demande la réforme de Schengen, que les choses soient claires, on ne veut pas sortir de Schengen. On veut simplement qu'une des règles soit changée. Schengen doit continuer, c'est-à-dire que chaque citoyen européen doit pouvoir circuler dans l'espace européen. Il n'est pas question de remettre des frontières pour les Belges ou pour les Espagnols ou pour les Italiens. Mais par contre, si l'Allemagne, demain, veut régulariser 2 millions d'étrangers, c'est son droit. Mais on n'est pas obligé de les accepter. Or, le drame aujourd'hui, dans les règles... Mais il n'y a pas de contrôle aux frontières. Vous avez entièrement raison. Et dans les règles actuelles, quelqu'un qui est régularisé dans un pays peut aller dans tous les autres pays. Oui. Donc, ça, c'est le principe de Schengen. Oui, non. Le principe de Schengen, c'est la libre circulation. Sauf que nous, on demande à ce qu'il soit appliqué aux citoyens européens. Point final. Et si jamais, je le répète, un pays veut régulariser 1 million de personnes, 100 000, il a le droit. Mais il reste chez eux. C'est-à-dire dans ce pays. Voilà. Donc vous faites une distinction entre la libre circulation des citoyens européens et peut-être de ceux qui auraient un titre de séjour. Absolument. Absolument. Ce qu'on veut, c'est une double protection. Il faut qu'il y ait une protection de l'ensemble de l'espace. Qu'est-ce que je veux dire par là? La France doit aider l'Italie, par exemple, à reconduire les bateaux en mer, parce que c'est notre zone commune. Mais après, il est évident qu'on doit aussi être présent à Menton pour faire surveiller qui a le droit de rentrer et qui n'a pas le droit de rentrer. Je reviens à ce que disait tout à l'heure Gérard-François Dumont. J'ai déformé son prénom, Gérard-François Dumont, le démographe. Chaque pays a ses spécificités démographiques. Les besoins de la Pologne ne sont pas les mêmes que ceux de Malte. Exactement. Et donc, l'Union européenne veut nier les nations. Et donc, bien sûr que la protection des frontières et le choix d'une population, c'est le premier axiome d'une nation. Donc, nous voulons cela, mais nous voulons aussi reprendre, par exemple, le contrôle en partie de notre économie, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la gestion des échanges, tous ces contrats de libre-échange qu'on est en train de faire,
c'est quand même par moments grotesque. On est en train d'emmerder les Français dans une sorte de djihad vert pour faire en sorte qu'on pollue le moins possible, qu'on fasse le moins de déplacements. Et dans le même temps, vous savez quel est l'un des derniers accords qu'on vient de signer au niveau de l'Union européenne ? Il y a encore un pacte... Avec la Nouvelle-Zélande. Exactement. Voilà. C'est difficile de signer avec un pays plus loin. Oui, tout à fait. J'adore la Nouvelle-Zélande, ils ont une très bonne équipe de rugby, mais franchement... Mais à part ça, sur tout ce qui est normes agricoles, parce que je crois que c'est justement sur des échanges... D'abord, c'est normes agricoles, et puis si ma mémoire est bonne, c'est 13 000 km. Oui. 13 000 km fait en bateau. C'est de l'industriel. Hein. Voilà. Là, on n'est pas du tout dans le respect animal. Donc, c'est non seulement un problème de normes, mais c'est surtout aussi un problème de distance. On est en train d'emmerder les agriculteurs européens et notamment français, mais par contre, on va acheter de la viande et du beurre et du lait en poudre à 13 000 km. Et les labels français qui sont encore un petit peu protecteurs sont petit à petit mélangés avec des labels qui ne signifient plus rien au niveau européen. Oui, et puis on est en train d'ouvrir aussi à toutes circonstances. La filière élevage, par exemple, en ce moment, élevage des volailles, est abîmée par une filiale ukrainienne. Ruinée par le fait que l'Union européenne a décidé d'ouvrir nos frontières aux poulets ukrainiens. Aucune norme n'est respectée. Et c'est très bizarre, mais finalement, même Radio France Internationale, ça ne doit pas être une radio complotiste, Radio France Internationale, s'est senti obligé, RFI, de faire un podcast sur ces fameux poulets ukrainiens où 80% viennent d'une seule société qui a son siège à Chypre, dont le patron habite à Londres et qui en réalité est un oligarque. Voilà. Et donc on est loin. Qu'ils ont ouvert cette filière-là officiellement pour aider la filière ukrainienne. Donc en effet, pour enrichir un oligarque. Voilà. Donc en effet, c'est très intéressant. Mais revenons donc à la proposition de Marine Le Pen et du groupe de faire cette option dans le pacte de Schengen et cette distinction entre le citoyen européen et le titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa. Mais ça veut quand même dire pour pouvoir contrôler tout cela, il faut remettre des frontières à chaque pays. Ça veut dire qu'il faudra par moment pouvoir rétablir le droit de contrôle. Et puis d'autre part, c'est ce que propose Marine Le Pen dans le référendum, que nous voulons, dès qu'elle sera élue à la présidence de la République, il faut conditionner l'octroi de certains droits aux nationaux. Voilà, je vous rappelle que la première proposition qu'elle a faite, c'est de dire, dès que je serai élu, je ferai un référendum sur tel et tel sujet. Le projet est disponible, réforme du Code de la nationalité, réforme de certaines prestations de solidarité réservées aux nationaux. Si on n'a même pas la moitié des arrivées clandestines en Italie qui restent en Italie, et beaucoup plus par contre qui se dirigent vers la France, c'est peut-être parce qu'on est un peu plus généreux que les Italiens. J'ai rien contre les Italiens, comme mon nom l'indique. Mais il y a un moment où il faut arrêter d'être naïf. Là, vous parlez des élections aux prochaines présidentielles, puisque vous suggérez que ce sera si jamais Marine Le Pen est élue. Mais revenons un tout petit peu aux européennes, puisque c'est aussi notre sujet, hein, on l'a dit, juin 2024. Donc, finalement, si je vous comprends bien, on a cette idée de pouvoir reprendre un peu le contrôle des frontières. C'est une proposition que vous développez. Mais encore une fois, comment imposer cette idée en passant par le Parlement européen? Ça peut être voté, il faut une majorité. Déjà, il y a Est-ce que vous pensez, il y a aussi une question qui dépasse un petit peu la question du pacte migratoire? On a cité tout à l'heure la Hongrie, on a cité la Pologne, on a cité la Slovaquie, même il y a ce parti allemand que vous connaissez mieux que moi qui est déjà à 20%, je crois. L'AFD. Voilà, l'AFD. Un peu plus, 22-23. Donc, finalement, est-ce que vous avez l'impression qu'au sein de l'Europe et du Parlement européen, il y a une coalition qui peut devenir de plus en plus importante et qui peut même peut-être réunir une forme de majorité sur certaines questions? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est important parce qu'on a commencé le début du mandat. En introduction, c'était le pacte des migrations. On est au terme de ce mandat, il est bloqué. Pourquoi il est bloqué? Par rapport aux pays que vous êtes en train de citer. La Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne est contre ce pacte des migrations. Donc c'est vrai que finalement, ça se maintient. Et ces pays-là sont contre le pacte des migrations? Ah oui, ils sont contre. Bien sûr. Totalement contre. C'est eux qui bloquent. Donc c'est vrai que l'actualité, effectivement, consolide cette vision et finalement nous permet à nous, puisque nous, comme je vous l'ai dit, nous, ça fait partie de notre ADN, donc on n'a plus à prouver quoi que ce soit. Donc permet effectivement de nous identifier sur cette question et effectivement continuer sur certaines positions de vote. D'ailleurs, nous avons réussi tous ensemble, et même avec une partie du PPE, à bloquer des résolutions. Je prends un exemple, une
des résolutions qui a été présentée par Raphaël Glucksmann, qui voulait soutenir l'immunité des ONG qui sauvaient des migrants en Méditerranée. Et cette résolution, grâce à ces votes, est passée. On a tous voté contre et cette résolution n'est pas passée, pardonnez-moi. Donc c'est vrai qu'il y a un contexte. Le pacte d'immigration est toujours bloqué. Ces pays, effectivement, on les a identifiés avec effectivement des partis politiques qui sont majoritaires. Et bon, la Hongrie, ils sont sortis du PPE et nous avons une très bonne relation avec le Fidesz. D'ailleurs, Marine Le Pen, il y a quelques jours, elle était en visite en Hongrie et elle a été reçue très bien par Viktor Orban. Donc effectivement, c'est en train des alliances sont en train de se mettre en place. On ne va pas précipiter les choses. Mais nous avons déjà le groupe Identité et Démocratie. Des sondages, la plupart de nos partis qui sont déjà partenaires, comme le FPO, les Autrichiens, l'AfD, comme vous l'avez cité, sont très en avance avec des sondages qui crèvent l'écran et pour cause, parce qu'en Allemagne, ils sont confrontés à ce problème, puisque Mme von der Leyen, comme Mme Merkel, veut récupérer un contingent de migrants, mais c'est pas non plus la volonté du peuple. Et donc, de ce fait, effectivement, nous continuons à parler de ce sujet, à consolider nos bases. Notre parti, effectivement, comme aussi le Vlaams Belang, qui est aussi sur ce sujet, en Belgique, vous avez vu, c'est la France bis, j'ai envie de dire, en termes d'insécurité et de problèmes migratoires. Eux aussi sont très forts dans les sondages. Donc voilà, donc on est dans cette dynamique à essayer de consolider nos bases et à ouvrir effectivement au maximum. Et c'est une dynamique qui inquiète aujourd'hui. Et ça peut être aussi une bonne nouvelle pour vous, parce que quand ça inquiète, ça veut dire qu'il y a une réalité. Nathalie Loiseau, par exemple, a fait un discours après l'élection de ce Premier ministre en Slovaquie, et en disant « Je suis inquiète par cette montée du populisme ». Qui arrive. Et je crois qu'on a eu aussi un ancien commissaire européen qui a expliqué qu'il fallait même une réflexion sur les libertés et les démocraties, alors que tout ça vient d'élections. Donc c'est intéressant en effet qu'on voit ce phénomène aujourd'hui, peut-être un reversement, peut-être un contre-pouvoir. Vous pensez qu'il peut y avoir vraiment désormais un contre-pouvoir, on peut dire vulgairement appelé populiste. Évidemment, il y a des distinctions à faire au sein du Parlement européen. Je pense que les peuples se réveillent. Voilà. Que Mme Loiseau soit déçue par les Slovaques, franchement, je pense que cela ne doit pas empêcher les Slovaques de dormir. Ils ont choisi leur avenir et c'est très bien. Et c'est ce que doivent faire les Français. Bien sûr. Mme Loiseau, excusez-moi, représente les macronistes ici, donc il ne faut pas s'étonner. Ça veut dire quoi, les populistes ? Ça veut dire faire ce que veut le peuple. Dans ce cas-là, moi, je suis populiste. Voilà, faut arrêter, quoi. Vous savez, c'est ceux qui critiquent les populistes sont les mêmes qui disent un référendum. Attendez, c'est dangereux. Oui, c'est ça. C'est très dangereux, un référendum, parce que ça peut arriver à des choses qu'on ne veut pas. Voilà. Moi, je fais partie des couillons qui pensent qu'il vaut mieux un référendum. Voilà, point final. Et puis, les Français choisissent. S'ils ne choisissent pas ce que je veux, je le regretterai, mais au moins, on saura qui c'est. Or, aujourd'hui, on a une sorte d'oligarchie, que ce soit ici ou en France, qui confisque un peu les pouvoirs, qui nous dit là où on doit aller, là où on ne doit pas aller. Les peuples se réveillent, les peuples voient un peu ce qui se passe à l'heure actuelle et tout simplement n'ont pas envie de disparaître. C'est tout. Un Polonais n'a pas envie que effectivement son pays change. Et moi, je le respecte. Virginie a raison quand elle vous dit que ce sont ces pays-là qui bloquent. Pourquoi ils bloquent ? Parce que je vous rappelle que si le pacte d'immigration est signé tel qu'on nous le propose, il y a deux conséquences. Soit ils prennent un certain nombre de réfugiés qu'on leur impose, sans leur accord, soit ils passent à la caisse et ils payent. 20 000 euros par migrant. Par tête, non mais c'est de la folie. Oui. Voilà. 20 000, et M. Darmanin veut passer à 40 000 euros. Oui, non mais voilà. Il y a un truc extraordinaire, c'est que les Polonais disent on veut savoir... Enfin, c'est révolutionnaire. Ils disent finalement on veut sur notre sol ce qu'on accepte. Voilà, et l'Europe dit mon Dieu que c'est un scandale. Voilà. Eh bien, oui, je pense que dans ce Parlement, je ne vais pas vous dire qu'aux prochaines élections européennes, on va changer la majorité, mais il n'y aura plus la même majorité. Et d'autre part, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de textes qui, des fois, passent de manière très délicate. Tout à l'heure, Virginie était avec moi dans l'hémicycle, on a eu un texte sur les produits agricoles qui a été refusé à 10 voix, un amendement, à 10 voix. Or, je pense que dans la prochaine mandature, les groupes qui nous sont proches seront, à mon avis, 80 à 100 députés de plus. Est-ce qu'on sera majoritaire ? Pas forcément. Mais on pourra désormais faire la décision. À quoi comme balance proportionnelle ? J'en sais rien, mais vous savez, dans ce parti, dans ce Parlement, personne n'a vraiment la majorité. Puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, pour qu'ils aient la majorité, il faut qu'il y ait en même temps
le PPE, c'est-à-dire les Républicains, qui votent en même temps que Renaissance, c'est-à-dire le Renew, et de temps en temps avec les socialistes. Voilà. Cette nuit, le speaker du Parlement américain a chuté à 7-8 voix. Voilà. C'est-à-dire que la majorité peut se jouer à très peu. Et par moment, il y a quand même un réveil de la droite classique. Donc, aux prochaines élections, le 9 juin, c'est capital, parce qu'on doit continuer à progresser. Nos alliés vont continuer à progresser. Vous l'avez dit, en Allemagne, ils sont quasiment désormais à jeu égal avec le principal parti. Dans toute une série de pays de l'Est, ils montent. Et donc, il faut que le Rassemblement national soit absolument avec Jordan Bardella en tête. Nous, on fait la course dans cette élection pour que le 9 juin, on soit en tête. On ne fait pas comme certains. Notre objectif n'est pas de faire 7% ou 8%. Non. On n'est pas là pour exister, on est là pour changer la politique ici. Un petit point justement, ce certain que vous visez Reconquête, j'imagine. Comme vous devinez bien. Justement, quelle est votre distinction, on a dit? Vous avez des thématiques assez proches, notamment migratoires. Vous ne pensez pas du mal de Marion Maréchal, qui est aujourd'hui tête de liste. Comment vous allez faire pour vous distinguer? Et puis, deuxième question pour LR, a priori menée, mais ce n'est pas encore sûr, par François-Xavier Bellamy, qui lui aussi prend cette thématique migratoire aussi comme une des thématiques principales. Déjà, on va éliminer LR. Alors, LR, M. Bellamy, il vote pour Mme von der Leyen. De temps en temps, il se souvient qu'effectivement, il est à droite, d'après ce qu'ils disent en France. Mais je vous rappelle que Mme von der Leyen et cette commission sont élus avec le soutien de tous les députés LR. Moi, j'ai été dans ce parti pendant 42 ans. Je le connais mieux beaucoup. J'en ai même été l'un des vice-présidents à l'époque de l'UMP. Ce parti, c'est le meilleur pour faire les programmes politiques. Mais après, c'est le plus dégonflé pour les appliquer. Moi, je suis rentré dans ce parti en 1990, quand il y avait les assises de l'immigration. Vous retrouvez ça sur Internet. On allait changer le code de la nationalité, on allait changer le droit d'immigration, etc. 33 ans après, et alors qu'ils ont été au pouvoir 4 fois, il n'y a rien eu de changé. C'est pour ça que je suis parti. Donc, sur l'immigration, LR, franchement, est hors course. Qu'est-ce qu'ils ont voté? Juste un exemple comme ça, il nous reste 5 minutes et je voudrais qu'on aborde encore les médias derrière. Mais qu'est-ce qu'ils ont voté, par exemple, LR ici, qui détonne un peu avec le discours tenu en France? Mais sur certains... Ah, ils ont voté pour Mme von der Leyen. C'est tout, quoi. La Commission européenne qui nous dirige sur les vaccins, sur la politique étrangère. Mais ça, eux, sur le pass sanitaire, ils ont voté pour, oui, mais en France, là-dessus, ils sont très modérés aussi. Ils étaient... C'était disséminé. Si demain, ils nous disent qu'ils votent plus pour Mme von der Leyen, on les prendra au sérieux. Alors, c'est vrai que de temps en temps, ils votent un amendement dans le bon sens. Alors, OK. Et alors, maintenant, Reconquête. Reconquête, d'abord, je suis un peu déçu, moi, j'avoue, par Mme Meloni. Et puis après, je pense que l'enjeu aujourd'hui... Mais bon, ils ne sont pas obligés d'appliquer la même politique que Mme Meloni. Le pire est jamais certain. Mais je pense que en France, l'enjeu n'est pas d'être... aujourd'hui, c'est de montrer qu'il faut changer de cap. Ces élections, c'est un peu les élections, ce que les Américains appellent midterm election. Voilà, il faut montrer à la majorité clairement qu'on n'accepte plus la politique de M. Macron. Parce que ça nous plaise ou non, il est encore là pour presque 4 ans. Et donc, il faut mettre un coup d'arrêt à cette politique. Pour cela, il faut que Jordan Bardella arrive en tête avec sa liste. Si on arrive éparpillé... Vous voulez un coup d'éclat dans ces élections? On veut simplement que les Français disent majoritairement non au référendum, à cette élection. Et dans quelques jours, Mme Meloni et M. Macron seront ensemble côte à côte à Bordeaux. Eh bien, dites non à Ursula Macron et dites non en votant Jordan Bardella le 9 juin. OK, message reçu. Alors, allez, il nous reste 4 minutes et je voudrais qu'on aborde la question des médias. Tout à l'heure, on expliquait justement que Nathalie Loiseau, pour la citer, est un petit peu inquiète aujourd'hui de la montée de ces populismes et donc elle avait décidé, en tout cas, il y a eu cette question de faire des réflexions, c'est comme ça qu'il le formule, sur la démocratie et sur, je crois aussi, la liberté d'expression. Liberté d'expression qui est déjà... mise à mal en France, en tout cas, au niveau européen aussi. Et il se trouve qu'au niveau européen, vient d'être voté ce Media Freedom Act. Ça vend du rêve, comme ça, avec le titre. Oui, alors voilà, en plus, ça vend vraiment du rêve, puisque le Parlement donc, promet la transparence et l'indépendance, obliger les États à garantir le pluralisme des médias et protéger leur indépendance face aux ingérences gouvernementales, politiques, économiques et garantir le secret des sources. Alors, beau. Très beau programme. Très beau programme. Seulement, après, on a l'explication des députés qui sont à l'origine, donc Serbine Verheyen, qui dit qu'il y a beaucoup de pays où les médias sont menacés, comme la Hongrie.
Et David Cormand, corrigez-moi si je prononce mal son nom, qui explique qu'une journaliste a été arrêtée en France et que ça, il ne reconnaît pas son pays là-dedans. Alors là, en effet, on peut se poser la question. Et il y a quand même des journaux qui sont rachetés par un milliardaire d'extrême droite. Il cite évidemment Bolloré. Quand c'est un milliardaire d'extrême gauche, tout le monde s'en fout. Hein. Voilà. Donc c'est là qu'en effet on se dit bon, il y a toujours ces effets d'annonce, ces intentions, on va dire, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et vous, justement, vous avez tous les deux. J'ai un peu suivi le dossier. Oui. Contre. En fait, on a voté contre. En fait, ce qu'il faut comprendre avec cette commission von der Leyen, c'est qu'il y a eu un choc. Et il l'a rappelé Thierry, c'est le Brexit. L'autre choc qu'il ne faut pas oublier, c'est l'élection de Donald Trump. Donc, dans tous les dossiers que j'ai vus, en préambule, il ne veut plus revivre, en fait, ces deux cataclysmes. Parce qu'il considère que, finalement, ces deux résultats ont été biaisés. Pour eux, ça ne représente pas la démocratie. Donc, pour éviter des nouveaux séismes... Ils n'ont pas pu être maîtrisés. Voilà. Pour eux, ça a mal été. Il n'y avait pas assez de normes. La démocratie a été biaisée. Donc, ils considèrent que ces deux crises qu'ils ont très mal vécues ne doivent plus jamais être revécues. Donc, ils mettent en place tout un système d'organisation pour maîtriser, contrôler par des normes ces futures élections. Donc, moi, je l'ai vu dans un dossier, ça s'appelle « Publicité des partis politiques ». Et en fait, ils veulent contrôler la parole politique durant les élections. Donc, ils ont mis en place un article, mais ils n'ont pas réussi à le définir. C'est comme la notion de désinformation. Si on ne définit pas ce que c'est l'outil de désinformation, on met tout et n'importe quoi en fonction de son idéologie. C'est un outil formidable, d'ailleurs, durant les guerres. Et en fait, ce dossier, c'est pareil. Il fait partie de cette mise en place de différents outils pour contrôler la pensée, j'ai envie de dire, contrôler la liberté d'expression, parce qu'ils ont peur des résultats des élections, ils ont peur de la démocratie. Et pourquoi il a encore visé la Hongrie et la Pologne ? On revient à la petite phrase de Nathalie Loiseau. Voilà. Pourquoi on revient à ces deux États ? Parce qu'ils considèrent que la victoire d'Orbán et du PiS en Pologne et comment dire, n'est pas la volonté réelle du peuple. Vous vous rendez compte ? Pour eux, ils considèrent que ce n'est pas la volonté réelle du peuple. Oui, ça c'est dans le discours. Mais la réalité, c'est qu'en tout cas, ils veulent pouvoir maîtriser cette volonté. Donc ils sont en train de baliser, en tout cas ils essayent de baliser par des normes plus ou moins contraignantes. Alors dans ce texte, dans le Media Freedom Act, donc pareil, le titre il est très beau, c'est vrai qu'il est difficile de voter contre la liberté des médias, mais quand on regarde de plus près, il y a, comme dans le DSA, il y a du bon et du mauvais. Voilà, comme dans le DSA, à l'époque pour le DSA vous étiez abstenu, vous avez dit que ça avait été modifié après coup. Voilà, en plus il y a des modifications qui se font lors des trilogues et on n'a pas accès à tous ces éléments lors du vote. Et vous avez bien expliqué pour le DSA, donc là ça concernait les GAFAM. Voilà. C'était aussi finalement au final, après coup, cette volonté de mainmise sur les GAFAM, et notamment avec le contexte d'Elon Musk et sur Twitter. Exactement. Donc on voit la mainmise. Voilà. Et c'est vrai que pour revenir vite fait sur le DSA, c'est qu'au départ, quand les textes ont commencé à être négociés et argumentés et amendés, il n'y avait pas encore Elon Musk dans les discussions. Et lui est arrivé un an après et c'est vrai que ça a un peu changé la donne. Pour en revenir à ce texte, effectivement, qu'est-ce qu'on voit ? Une volonté de contrôler la liberté d'expression. Effectivement, quand on voit l'énergie de la commission von der Leyen, quand on voit un petit peu leur idéologie qu'ils sont en train de mettre en place, ça fait plus peur que ça rassure. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes, notamment ils veulent de la transparence, notamment lors des rachats et des fusions des médias. Oui. Bon, je veux dire, nous, on sait très bien qui rachète, et on a l'organigramme, on sait que quand il y a un média, le groupe achète à tout, etc. Donc là-dessus, pour nous, ça ne pose pas de problème. Par contre, en revanche, ce qui est problématique, c'est qu'il y a une volonté de mettre en place un comité européen des services des médias, donc une espèce de succursale qui va être au-dessus de tous les services nationaux et qui va contrôler un petit peu la liberté d'expression. Moi, j'ai peur de la liberté d'opinion, au final, avec de la censure. Et c'est pour ça que nous avons voté contre ce texte. Et c'est très intéressant, en effet. On voit comme une réponse indirecte à l'inquiétude de Nathalie Loiseau. C'est pas encore quelques temps, mais c'est aussi pour ça que... On a dépassé, mais... après, pour conclure, moi, en tout cas, c'était juste aussi pour dire que c'est pour ça que c'est important de vous avoir ici, à Strasbourg, en tant que média alternatif, parce que moi, je considère qu'aujourd'hui, ça sera la réponse... c'est les réponses à donner demain aux médias mainstream. Alors, un dernier mot de conclusion à vous, Thierry Mayani. Réfléchir sur la liberté d'expression, ça veut dire en clair l'encadrer. Voilà. Bah oui. Je veux dire, au moins il y a de règles, au mieux on se porte. Il existe déjà en France toute une série de règles qui ont très bien fonctionné. Oui. Si on est diffamé, il y a un recours aux tribunaux. Si on emploie des propos racistes, il y a un recours aux tribunaux. Donc on n'a pas besoin de nouvelles lois. En réalité, soyons clairs, c'est pour mettre en place une police de la pensée.
Je regarde de temps en temps les tweets du journaliste de Libé, 4 maires. C'est extraordinaire. D'un coup, il se révolte quand un journal est acheté par quelqu'un qui ne pense pas comme lui. Mais quand M. Berger, par exemple, milliardaire, avait un certain nombre de journaux, ça choquait personne. Notamment Le Monde. Donc, non, moi, je suis très inquiet. Vous vous souvenez que dans la loi française, ce qu'on avait essayé de mettre en place, le concept de haine, c'était la loi Avia. Le Conseil constitutionnel l'avait retoqué. Et on a exactement le même concept de haine qui est mis en place ici. Ça veut dire quoi, la haine? Ça n'existe pas. Je suis contre une immigration abusive. J'ai aucune haine pour ces pauvres gens. Peut-être qu'à leur place, je ferai pareil. Mais mon boulot, c'est aussi de protéger la France. Et donc aujourd'hui, ce concept de haine, ces contrôles qui sont mis en place, en réalité, c'est pour brider la pensée. Si vous me permettez une conclusion, je vous disais, l'Europe se voit comme une religion. Mais comme toutes les religions ont des excès, par moment, cette religion se met à chasser les hérétiques. Ceux qui refusent désormais de communier dans ce bien-être que nous propose l'Europe sont forcément coupables. Et donc, on va chercher tous ceux qui peuvent financer une pensée contraire, tous ceux qui peuvent dire une pensée contraire. Il y a tout simplement par moment des gens qui veulent un peu plus de liberté, un peu plus de respect des nations. C'est pour ça qu'on se présente aux prochaines élections européennes derrière Jordan Bardella. Le message est bien passé. Merci beaucoup à vous deux. Virginie Geron, eurodéputée du groupe ID au Parlement européen, ancienne membre de cette commission spéciale Covid dont on a parlé, qui va encore faire parler d'elle. Et puis de la commission marché intérieur. Merci encore à vous, Thierry Mariani également, eurodéputé du groupe ID, puis ancien ministre et ancien député également, vous l'avez souligné, au Parlement français. Merci à vous deux. Et puis, à bientôt ici au Parlement européen. Avec plaisir. Merci. Merci.